Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Vous voyez, il y a le soleil parmi nous, heureusement. Voilà, parce que s'il pleuvait, donc non seulement on est confiné, mais on pourrait pas sortir. Donc pour ceux qui ont un jardin, bah, vous avez bien de la chance. Moi aussi j'ai de la chance vu que j'ai également un jardin. Pour ceux qui sont en appartement, malheureusement c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, vous pouvez quand même sortir une heure, donc profitez-en au maximum. J'espère que vous avez de bonnes lectures. Pour ma part, je vais vous faire mon petit bilan lecture quotidien. Donc j'ai eu 4 lectures, dont un flop, un coup de cœur, une très bonne lecture et une lecture banale, j'ai envie de dire. Donc je vous quittais la dernière fois avec Le Chéneau manquant de Franck Leduc chez Les Nouveaux Auteurs. Donc ça a été mon flop, malheureusement. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Shanna Stanford, qui est une paléontologue mondialement connue. On va lui annoncer la mort de son meilleur ami, qui est mort sur un site archéologique. Voilà, il était en train de faire des recherches. Et on va lui demander de le remplacer. Donc elle va accepter et elle va essayer de comprendre qui a bien pu, qui et pourquoi on a voulu tuer son meilleur ami. Donc elle va faire des recherches et elle va faire une grande découverte, si on peut dire ça comme ça, qui va malheureusement être convoitée et on va vouloir l'éliminer. Alors moi, ce qui ne m'a pas... Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est qu'en fait comment dire, le sujet, le sujet préhistorique, on va dire, voilà, c'est ce qui ne m'a pas plu. J'ai trouvé que c'était assez long à des moments, et ce qui ne m'a pas plu non plus, c'est les personnages. J'ai pas vraiment eu de sympathie pour Shanna. Je trouvais qu'elle avait pas vraiment de personnalité. Je trouvais les personnages sans intérêt. Va y avoir aussi une enquête de police. Même les policiers n'avaient pas vraiment d'intérêt. Et donc du coup pour moi ça a été une lecture assez longue. Ça a été assez ardu pour moi de lire ce livre, malheureusement. Je suis vraiment désolée pour l'auteur Franck Leduc, hein, qui me l'a dédicacé en plus. Donc je suis vraiment désolée. J'aurais essayé, hein, voilà. Et heureusement j'ai lu son deuxième livre qui est celui-là, qui aura été pour moi un vrai coup de cœur, donc je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà. Donc Le Chaînon manquant, Franck Leduc, chez Nouveaux Auteurs. Voilà. Donc en deuxième lecture, j'ai voulu passer du coq à l'âne, donc je suis allée dans tout autre chose, dans du thriller, mais plus, comment dire, pas préhistorique, mais là, du thriller normal, hein, au commun des mortels. Donc là, je suis allée sur la première enquête de Charcot, qui est le personnage récurrent de Franck Tillier. Voilà. Donc là, c'est Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel. Donc là, ça a été une excellente lecture pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà lu du Franck Tillier, donc j'avais déjà lu Angor, Puzzle, Pandemia, Charcot, Lucas, le manuscrit inachevé. Donc voilà toutes les lectures de Franck Tillier que j'avais lues moi, en sachant qu'il n'y aura pas Charcot dans toutes ces lectures-là. Mais là, je voulais vraiment lire son premier livre avec Charcot pour essayer de comprendre son caractère, pour essayer de savoir ce qui s'était passé justement dans son passé. Et là, Franck Tillier nous met les bases voilà, de ce flic. Et ça a été pour moi une excellente lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Charcot, que j'ai commencé à connaître, à comprendre. J'ai commencé à connaître son caractère. J'ai compris pourquoi, ce qui s'était passé dans sa vie par rapport à la disparition de sa femme et de sa fille. Donc j'ai compris pourquoi ils avaient disparu, pourquoi ils étaient morts. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre j'ai eu un petit bémol, c'est la surenchère, comment dire, de glauque.
par rapport au, comment dire, au mode opératoire du tueur. Il tue ses victimes, mais comment dire, c'est de pire en pire. Au plus il y a des victimes, au pire il rajoute des petites choses. Et ça a été vraiment un petit bémol pour moi, parce que je trouve que Frank Tillier n'avait pas besoin vraiment de faire ça. Au plus il y a de cadavres, au plus le tueur rajoute des horreurs. Et du coup, bon, ça m'a pas trop dérangé, mais pour quelqu'un qui veut commencer un trailer un petit peu gore, je trouve que c'est un peu fort quand même. Mais bon, c'est pas encore trop gênant. Et donc du coup, dans cette histoire, on sait que Charcot recherche sa femme, que sa femme a été enlevée depuis 6 mois et qu'il recherche sa femme, il recherche qui l'a enlevée. Et il veut absolument la retrouver parce qu'il a peur qu'elle se fasse assassiner, hein. Donc dans la première histoire, Train d'enfer pour Ange Rouge, j'ai vite su qui était le tueur et qui avait kidnappé sa femme. Et ça m'a pas dérangé parce qu'on est tellement pris dans l'histoire, on est tellement avec Charcot, on cherche avec lui vraiment jusqu'au bout. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et dans la deuxième histoire, donc en fait, on est donc toujours avec Charcot, hein, il retourne dans la police parce que à la fin de la première enquête, en fait, il a arrêté son métier de policier, mais il s'est passé un drame dans sa vie. Donc, comme je vous l'ai dit, sa femme et sa fille sont décédées, mais je vous dirai pas comment. Et en fait, du coup, à cause de ce deuil-là, il a décidé de redevenir policier. Et on lui confie une enquête assez spéciale, assez fort, un peu, pas ésotérique, mais comment dire, assez spéciale, liée sur la religion. Et du coup, donc à cause comment j'ai envie de dire, à cause de cette dépression que Charcot fait, euh, on sent que l'enquête va être très sombre, très noire. Charcot va faire des bêtises, ce qui fait que du coup, on va un peu sombrer avec lui. Et à un moment donné, il va réussir comment dire, à retourner à la surface, hein, redevenir le vrai bon flic qu'il est depuis le départ. Et il va réussir à résoudre cette enquête. Et franchement, là, dans la deuxième enquête, je ne savais pas du tout qui était le coupable. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux histoires. J'ai été vraiment plongée dedans. Quand j'ai lu la première histoire, je me suis tout de suite lancée dans la deuxième, tellement j'étais vraiment dedans avec Charcot. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment pas été déçue de l'avoir lu. Voilà. Je sais très bien que Franck Tillier, c'est une valeur sûre et que je ne serai pas déçue. Par contre, ce qui m'a un peu bloquée, c'est que, comment dire, au moment où j'ai lu Franck Tillier, en fait, c'était au moment où on a changé d'heure. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cafard. Donc, en fait, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai eu du mal à me lancer dedans. Et j'ai vraiment eu très peur. Je me suis demandé si cette lecture allait me plaire. Et en fait, le lendemain, quand j'ai continué à lire, en fait, je me suis replongée dedans et ça a été mieux, en fait. Mon coup de cafard est passé. Et ce qui m'a permis de vraiment apprécier vraiment un peu plus ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé et je suis vraiment pas déçue de l'avoir lu. Je suis vraiment contente euh, de d'avoir connu Charcot et ses contes sombres et voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel. Donc si vous aimez Franck Tillier et que vous n'avez jamais lu les deux premières enquêtes, j'ai envie de dire, de Charcot, sans Lucie et Nebel, surtout n'hésitez pas, euh, parce qu'il vaut vraiment le coup. Voilà. En troisième lecture, donc là ça a été une lecture un peu normale, j'ai envie de dire, toute un peu bof, un peu bien aussi, voilà. Donc Anne Robillard, Les Chevaliers d'Antares, le tome 10, La Tourmente. Donc comme vous le savez, Anne Robillard, moi c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses livres, donc j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, j'ai lu Les Héritiers d'Ankiliev, et là je suis aux Chevaliers d'Antares. Malheureusement, ça fait déjà 2 tomes que je lis, et j'ai vraiment du mal à les lire. Le tome 9 pour moi il était un peu sans intérêt, il se passe pas grand chose, et là le tome 10 non plus, sauf à la fin. Voilà. À la fin, au moment où la fin arrive, il y a
la fameuse bataille qu'on attend depuis un moment entre les chevaliers d'Antares et les hommes scorpions, donc les Aculéos. Il y a cette bataille qui se prépare et qui se déroule, et là d'un seul coup, pouf, le livre s'arrête, hein, vu qu'on est aux 3-4 derniers chapitres. Ce qui m'a un peu embêtée, ça m'a un peu déçue, qu'il n'y a qu'à la fin qu'il y a cette bataille. Du coup, j'ai eu du mal à l'avaler. Donc ce qui va se passer, c'est que quand les 2 derniers vont sortir, et bien évidemment je vais les lire. Donc j'espère qu'ils seront un petit peu plus intéressants que les 2 autres tomes d'avant, donc le 9 et le 10. Et une fois que je les aurai finis, donc même si Anne Robillard continue sa série, je pense que je ne la lirai plus. Parce que je pense que ça commence un peu à me, comment dire, à s'essouffler. Donc du coup j'ai vraiment du mal à lire cette lecture. Je pense que je passerai vite à autre chose. Donc voilà. Donc Anne Robillard, Les Chevaliers d'Antares, le tome 10, La Tourmente. Bien sûr, pour les adolescents qui aiment le côté fantastique et le côté chevalier, guerrier, avec des, comment dire, des créatures assez spéciales, vous pouvez y aller. Mais commencez d'abord par Les Chevaliers d'Émeraude, qui est une très bonne série. Même Les Héritiers d'Ankh-Kidiev est une très bonne série aussi. Les Chevaliers d'Antares, le début des tomes, donc du tome 1 jusqu'au tome 8, je trouve que c'est intéressant. Après là, je trouve que le tome 9 et 10, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu plat. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, un petit peu plat. Il se passe pas grand chose, comme je vous l'ai dit, à part à la fin, où il y a vraiment là, dans celui-là, la bataille, le début de la bataille, parce qu'il faut encore attendre un petit peu, je pense, pour avoir vraiment la bataille finale. Là, c'est juste un petit, comment dire, un petit prélude, j'ai envie de vous dire, un petit prélude de cette bataille. Et je pense que la grande bataille, celle qui devrait, la bataille finale, celle qui devrait finaliser tout en fait, hein, à mon avis, va se passer dans le dernier livre. Donc voilà. Donc Anne Robillard, Les Chevaliers d'Antares, ce tome 10, La Tourmente, chez Michel Lafon. Et en dernier livre, donc là ici ça a vraiment été mon coup de cœur. Donc j'ai lu Franck Leduc, Cléa, chez les Nouveaux Auteurs 2. Donc comme vous le savez, le premier Franck Leduc ne m'a pas du tout plu, ça a été un flop pour moi. Mais là, comment vous dire que j'ai vraiment adoré ce livre. Ça a été vraiment pour moi un très 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 bon bouquin. Je me suis vraiment plongée dedans du début jusqu'à la fin. Quand je m'arrêtais, j'avais qu'une envie, c'était de me replonger dedans. C'est une très belle histoire, un livre un peu, on est un peu dans l'ésotérisme. On va parler de religion. Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc on va être au Vatican, à Rome. Toute l'histoire va se passer au Vatican, à Rome, lors d'une messe baptême qui est organisée par le pape lui-même, donc Urbain XIV dans l'histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va se retrouver en face d'une jeune fille, et là, on ne sait pas trop ce qui se passe, il va tomber en béatitude, donc à genoux, devant elle. Et du coup, en fait, on va faire évacuer les gens. Toutes les personnes qui ont pris en vidéo ou en photo ce qui s'est passé, on va les évacuer, on va prendre leur portable, on va comment dire, tout effacer de ce qui s'est passé ce jour-là. Et on va faire évacuer le pape et cette jeune fille, donc Cléa. Et on va se poser la question de ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le pape va devoir démissionner et un autre pape va être élu. Donc il va s'appeler Martin VI. Et il va être élu dès le premier tour. Ce qui est assez exceptionnel, vu que ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà. Et du coup, le Vatican va appeler un homme qui est, comment dire, qui est non-croyant. Voilà, il croit ses propres... c'est pas un, comment dire, c'est pas un catholique. Il est non-croyant, donc ils vont l'appeler, c'est un théologien. Et il s'appelle Adrien Sangat. Voilà. Et il y a aussi Adrien Sangat va aussi être accompagné d'une journaliste dont il va faire la connaissance, Sophie Faricelli.
Et à deux, ils vont essayer de, comment dire, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est vraiment cette Cléa? Pourquoi est-ce que le pape est tombé en béatitude devant elle? Et Adrian va vraiment va rencontrer cette jeune fille, donc Cléa, et il va discuter avec elle. Et donc du coup, il va, comment dire, apprécier cette jeune fille et il va vraiment comprendre son point de vue, le message qu'elle veut faire passer. Mais ce qui va se passer aussi en parallèle, c'est que deux personnes vont être tuées, même plus que deux, des ecclésiastiques et deux personnes qui n'ont rien à voir avec le Vatican. Et un commissaire va devoir enquêter donc, sur ces crimes. Et au fur et à mesure, il va comprendre en fait ce qu'il s'est passé. Il va rassembler les pièces du puzzle et on va comprendre donc qui est Cléa et pourquoi est-ce qu'elle a été abandonnée par ses parents, par ses vrais parents en fait, parce qu'elle a des parents adoptifs. Mais on va comprendre donc pourquoi ils l'ont abandonnée et par qui elle a été recueillie et pourquoi est-ce que le pape, donc Urbain XIV, va tomber en béatitude devant elle. Donc cette histoire est très très intéressante. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Adrien Sangat parce qu'il nous relate comment dire des propos sur le Nouveau et sur l'Ancien Testament qui sont vraiment très très intéressants. Il nous donne son opinion par rapport à Jésus et ce qu'il s'est passé durant sa courte vie jusqu'à sa crucifixion. Donc c'est vraiment des infos vraiment très intéressantes. Il y a des choses que je ne savais pas, d'autres choses que je savais et que du coup je me suis rappelée. Donc si vous aimez tout ce qui est livres ésotériques, comme les livres de J.R. Dos Santos, si vous avez aimé J.R. Dos Santos ou Dan Brown, vous aimerez Franck Leduc parce que cette histoire est vraiment très très intéressante. Ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré tous les personnages qui étaient pour moi très intéressants, tous les dialogues. Voilà, je ne me suis jamais ennuyée dans cette lecture. Ça, il faut le savoir. Alors que dans son premier, je me demandais quand est-ce que j'allais le finir. Parce que vous voyez la bricasse, c'est exactement le même nombre de pages dans le deuxième que dans le premier. Plus de 600 pages et franchement, il faut se les bouffer. Surtout quand le livre ne vous intéresse pas. Sauf que là, le livre m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc ça a été vraiment pour moi un véritable plaisir de lire ce livre. Voilà. Donc là, ça a été ma dernière lecture. Et en ce moment, je suis en train de lire John Grisham, La Sentence, chez J.C. Lattès. Donc moi, j'ai lu beaucoup de livres de John Grisham et j'adore ces livres. Franchement, comment vous dire que j'aime? J'aime son écriture, j'aime la façon dont il parle de son histoire, voilà, de ce qu'il veut faire comprendre. Bon, c'est fort, c'est fort juridique. Ces livres sont fort juridiques, alors que là, c'est pas vraiment juridique, non. Enfin, il y a un côté juridique et un autre côté où c'est une autre histoire. On va parler du passé, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, mais on va pas parler des nazis, on va parler de la guerre du Pacifique. Donc le Japon, tout ce qui s'est passé par rapport à Pearl Harbor, tout ça. Là, on va être avec Pete Banning, on va être en 1946, en automne 1946, avec Pete Banning. On va être dans le Mississippi, si je ne me trompe pas, à Clanton, dans le Mississippi. Et on va être avec Pete Banning, qui est un homme, qui est revenu de la guerre il y a un an, et qui est assez, qui a été traumatisé par cette guerre, et qui est revenu un peu cabossé de cette guerre, et un jour, il va tout simplement tuer le révérend de sa communauté, et on va se demander donc pourquoi est-ce qu'il a tué ce révérend. Et voilà, et là je suis qu'au début, donc je peux même pas vous dire pourquoi est-ce qu'il l'a tué, parce que il ne veut pas le dire. Il dit qu'il n'a absolument rien à dire, sauf que le procès va avoir lieu, et il va devoir justifier son geste. Et en plus, le pire c'est que Pete Banning, savait très bien ce qu'il faisait vu qu'il avait tout prévu.
Il a donné ses terres à ses 2 enfants, donc ses 2 héritiers. Et il a donné une lettre à sa sœur qui habite un peu plus loin de chez lui, mais sur les mêmes terres, hein. C'est une grosse exploitation agricole de coton. Voilà, c'est de père en fils, donc voilà. Et il demande à ses enfants de ne pas venir le voir et de ne pas, surtout pas lui poser de questions par rapport à son geste. Donc voilà, donc on va se poser beaucoup de questions. On va se demander donc pourquoi est-ce qu'il a tué ce révérend, qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il lui en veuille à ce point, pour qu'il le tue. Surtout que ce révérend a 3 enfants et dont sa veuve, donc du coup. Donc voilà. Donc là, je ne suis qu'au début. Donc ce livre-là est un peu moins long que Franck Leduc, vu qu'il ne fait que 400 pages. Ouais, un peu plus de 400 pages, presque 500. Voilà. Donc là, je lis John Grisham, La Sentence, chez J.C. Lattès. Donc voilà, mon petit bilan lecture est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que pour vous, le confinement se passe bien, que vous avez de bonnes lectures, que vous pouvez profiter quand même du soleil en allant vous balader un petit peu. Mais surtout une personne, hein, pas 36, sauf si vous avez des enfants, bien évidemment. Là, on ne pourra pas vous obliger à rester à l'intérieur. Il faut bien qu'ils sortent un petit peu, hein, qu'ils prennent un peu l'air. Donc voilà, donc moi après John Grisham, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Peut-être Camilla Greb, l'archipel des larmes, il me reste Les heures indociles que je dois encore lire, il me reste Peter James, La preuve ultime, il me reste City of Windows à lire, Lazare, et il me reste d'autres livres que je ne sais plus. Enfin, je sais que j'ai encore de la lecture pour un petit moment, mais je pense que je vais devoir faire une petite commande sur Amazon, hein, vu qu'on ne peut pas acheter de livres dans les magasins, vu que les magasins sont fermés, faute de confinement. Donc voilà, donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Et je vous dis donc à plus tard pour un prochain bilan lecture. Bye bye!